Pour ce faire, nous aurons plusieurs intervenants qui vont se succéder. On commencera par M. Didier Gouy, attaché qualifié au SPUE, département sur les déchets, dans la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Thibaut Mariage, directeur de Fédéco, la Fédération des recycleurs de déchets inertes en Wallonie, et également directeur qualité, sécurité, santé, je dirais, au niveau de la coopérative Tradécoal. Et son collègue Nicolas Alexandre Gène interviendra aussi, et il est gestionnaire de projet chez Tradécoal. Alors, dans le cas où on aura ces interventions, vous pouvez dès maintenant déjà poser vos questions-réponses via l'onglet qui se trouve en bas. Toutes les questions seront affichées. Nous entamerons, après les présentations, une séance de questions-réponses. Nous la limiterons volontairement pour des questions de timing à 3-4 questions qui sont les plus importantes. Et ensuite, effectivement, nous engageons à vous revenir avec des précisions par rapport aux questions qui ont été posées sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler effectivement que nous avons au sein de la Confédération des experts à votre disposition. Jérôme Caney, conseiller environnement, qui est là pour répondre à toutes les questions liées à la gestion environnementale de vos activités, et M. Jonathan Boulfin, qui a une mission de référent économie circulaire bas carbone pour étudier avec vous un peu plus les process de votre entreprise afin de la rendre plus circulaire. Donc, vous pouvez les contacter. Vous avez sur le slide leurs coordonnées téléphoniques et email. Donc, on va commencer par Monsieur Didier Gouy, que nous accueillons. Didier, quand tu veux, je vais libérer le partage d'écran et tu vas pouvoir partager ton écran et prendre la parole. Donc, merci Didier et bonne présentation. Merci Aimé. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'attends que cela s'affiche. Alors, est-ce que ça s'affiche pour vous? Moi, je le vois, Didier. Peut-être en plein écran. Il est en... Bon, sinon... Ok. Ok. Parfait. Bien. Donc voici, comme Aimé l'a indiqué, je fais partie de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets au sein du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Et donc c'est dans notre service que se fait le suivi et l'instruction des dossiers concernant la sortie de statut de déchets. Notre dernière dia indique les différentes personnes de contact, mais je vais quand même déjà indiquer que globalement, c'est surtout mon collègue Aubry Collignon qui est en première ligne pour ces dossiers. Je suis en support. Notre directeur Jean-Marc Aldric est également en support et bien entendu en supervision de tout le processus. Et nous bénéficions du support très précieux de deux personnes de l'ICEP, donc l'Institut scientifique des services publics, à savoir Madame Émerance Bietlou et Monsieur Maxime Béjot. Voilà. Et donc, je pense qu'avec l'échéance qui approche, on aura quand même beaucoup de monde sur le pont pour répondre à vos questions et travailler sur le suivi des dossiers que vous nous rentrerez. Au niveau de l'exposé, moi je vais surtout parler du cadre légal au niveau de l'enregistrement, des critères de sortie de statut de déchets, quelques informations sur le contenu du dossier de demande avant d'arriver à la conclusion. Alors le cadre légal, on a une base décrétale, donc le cadre légal au niveau wallon. Donc tout ça, ce sont des transpositions de dispositions prévues également au niveau européen. Mais donc au niveau wallon, on a toute une série de dispositions qui sont fixées
dans le décret relatif aux déchets, donc l'article 4 ter du décret du 27 juin 1996. Donc ça, c'est des dispositions qui ont été intégrées dans ce décret en 2012. Et il a fallu un certain temps avant d'enfin avoir des arrêtés d'exécution pour ces dispositions, enfin tout particulièrement un arrêté d'exécution concernant la sortie de statut déchets adopté le 28 février 2019. Le même jour, on a eu également un arrêté d'exécution concernant la reconnaissance de sous-produits. Et cet arrêté, concernant la sortie de statut de déchets, apporte aussi un autre élément important, à savoir qu'il modifie un arrêté plus ancien, un arrêté du 14 juin 2001, favorisant la valorisation de certains déchets. Donc, quand vous recevrez les diapositives, vous pourrez aussi, via le lien, aller consulter le texte, pour autant que vous n'y ayez pas déjà consulté, bien entendu. Et donc, dans l'arrêté, on a toute une série de dispositions très spécifiques aux granulats recyclés. L'annexe 2 est spécifiquement consacrée aux granulats recyclés, puisqu'elle détermine les critères qui définissent à quel moment les granulats élaborés à partir de déchets inertes cessent d'être des déchets. Et les articles 25 et 26 de l'arrêté sont notamment les articles qui spécifient les modifications concernant l'arrêté du 14 juin 2001 et qui définissent l'échéance qui nous concerne tout particulièrement ici, à savoir l'échéance du 1er juillet 2021. Et donc le principe, c'est qu'en fait, au 1er juillet 2021, ce qui se passe, c'est que les granulats recyclés dont l'utilisation était auparavant couverte par l'arrêté du 14 juin 2001 ne pourront plus être utilisés sur base de cet arrêté et donc devront avoir obtenu la reconnaissance de sortie de statut déchet. Avec une seule petite exception, c'est que dans l'arrêté du 14 juin 2001, on a maintenu les traitements et utilisations sur site. Donc, si un concasseur mobile sur un chantier et que les granulats sont réutilisés sur le même chantier, cette opération-là peut toujours se faire sous couvert de l'arrêté du 14 juin 2001. Pour cette situation-là, les granulats réutilisés sur site ne doivent pas rentrer dans le cadre de la sortie de statut de déchet. Alors, la procédure à suivre pour une sortie de statut de déchet, c'est la procédure qu'on appelle enregistrement. Pour être tout à fait complet, en fait, il faut savoir que cet arrêté définit 3 grands types de procédures. Il y a la première procédure reconnaissance ou toute première décision de reconnaissance de sortie de statut de déchet, où donc là, on va avoir un dossier assez complet et dans le cadre de la décision, on va devoir définir spécifiquement les critères que devront respecter les flux reconnus comme n'étant plus des déchets, les critères et les modes d'utilisation. Le deuxième régime, l'enregistrement, c'est en fait un régime où on a déjà des critères et des modes d'utilisation qui ont été définis et où donc on peut aller se raccrocher soit à une décision déjà prise sur base du premier régime, soit à des critères et modes d'utilisation qui ont été définis directement par le gouvernement wallon via les annexes de l'arrêté, donc en l'occurrence ici l'annexe 2. Et on a également un troisième régime qui concerne une possibilité plus ou moins similaire à l'enregistrement, mais qui consiste en fait à avoir un système de reconnaissance de décisions qui auraient été prises par un autre État membre ou une autre région, l'autorité compétente d'une autre région. Dans ce cas-là, au niveau wallon, on a la possibilité de reconnaître l'équivalence moyennant un certain nombre de conditions, la condition principale étant bien entendu qu'au point de vue environnemental, le niveau de qualité et le niveau de respect de l'environnement sera le même que ce que nous exigerions. Alors, qui doit se soumettre à l'enregistrement? C'est, dans ce cas-ci, tout exploitant qui valorise ou recycle des déchets inertes en vue de produire des granulats recyclés. Encore une fois, sauf s'ils sont utilisés sur le site d'origine, donc le cas d'une partie de ce qui est généré par les concasseurs mobiles.
Et les déchets doivent présenter des caractéristiques égales en toutes choses aux déchets qui sont repris en annexe 2 de l'arrêté et répondre aux conditions stipulées dans cette annexe. Et donc les conditions stipulées, c'est là qu'on était. Ok. D'accord. Donc ce que j'expliquais, c'est que l'arrêté prévoit 3 grands types de procédures pour les sorties de statut déchets. La première, c'est une reconnaissance de base, je veux dire, où on part vraiment quasiment de zéro, où donc le porteur de projet vient avec un flux, il décrit les flux entrants, son opération de valorisation, les critères que peuvent rencontrer ces déchets et les modes d'utilisation. Et sur cette base, donc l'administration à un moment va statuer pour dire OK, sur base de ce qui est proposé, notamment en critères environnementaux et en garantie d'écoulement de la matière, en respect des règles en type de produit, on constate qu'effectivement c'est légitime de décréter que ce n'est plus un déchet. Et donc on adopte une décision dans laquelle on fixe toute une série de critères basés sur l'instruction du dossier. Le deuxième régime, celui qui nous concerne tout particulièrement ici, c'est celui de l'enregistrement, où là, en fait, tous les critères que je viens d'évoquer ont déjà été définis, soit sur base d'une décision individuelle précédente, soit par les annexes de l'arrêté, puisque là, c'est le gouvernement lui-même qui a défini tous ces critères. Et le troisième régime, c'est aussi une espèce de forme d'enregistrement, c'est en fait la possibilité de se raccrocher à une décision qui a déjà été prise dans une autre région ou un autre État de l'Union européenne, avec dans ce cas-là un dossier qui vise à vérifier que les critères environnementaux qui ont été adoptés ailleurs répondent bien aux exigences de qualité de la région. Donc on va s'assurer que d'un point de vue environnemental, ce qui a été jugé acceptable dans un autre État serait également acceptable au niveau wallon. Donc l'objectif est vraiment on est dans le cadre d'une réglementation environnementale, donc un des objectifs fondamentaux, c'est vraiment de s'assurer que on a un bon respect de l'environnement et également une bonne gestion des flux de matière, une utilisation optimale des flux de matière. Donc, qui doit se soumettre à l'enregistrement? C'est un exploitant qui valorise ou recycle des déchets inertes en vue de produire des granulats recyclés. Encore une fois, sauf s'ils sont utilisés sur le site d'origine, donc ce que j'avais mentionné un peu plus tôt, et dans ce cas-ci, les déchets doivent présenter des caractéristiques égales en toutes choses aux déchets qui sont définis en annexe 2 de l'arrêté et répondre aux conditions stipulées dans cette annexe, puisqu'ici, le gouvernement a défini les critères à respecter. Les conditions préalables, il faut que l'exploitant dispose d'un permis pour une installation, une activité classée ou autorisée, puisque pour pouvoir sortir du statut de déchet, il faut qu'il y ait une phase de valorisation ou recyclage des déchets, et tout ça est soumis à permis d'environnement. L'installation doit être conforme aux exigences CE2+, et l'exploitant a mis en œuvre un système de gestion de la qualité. Ces deux points-là, je pense, seront exposés de manière plus large par Thibaut Mariage dans l'exposé suivant. La durée de validité de l'enregistrement, c'est 10 ans maximum, avec possibilité de modification, suspension ou retrait, si, donc en fait, si à un moment on constate qu'il y a des dérives, que les conditions qui ont été fixées initialement ne sont pas respectées, l'administration a la possibilité de modifier, de suspendre, et dans le pire des cas, de retirer cette décision d'enregistrement, modifier, suspendre, notamment le temps que les actions correctrices soient mises en œuvre au niveau du site concerné. Le délai pour obtenir la décision d'enregistrement, donc on travaille en deux phases. D'abord la phase de vérification du caractère complet et recevable de la demande. Là c'est 20 jours et bon, si on a besoin de compléments, ce délai est prolongé. Et donc l'idée c'est qu'on évite des parties de ping-pong trop longues. Donc l'administration, avec le support de l'ICEP, on va analyser le caractère complet et recevable et on va indiquer tous les compléments éventuels qu'on souhaiterait recevoir. Et ce qu'on attend, c'est que tous ces compléments nous soient transmis en une et une seule fois
pour permettre de gagner du temps pour l'instruction de l'ensemble des dossiers. Et puis, après cette phase de complétude et de recevabilité, là, on arrive à la phase vraiment d'instruction du dossier de demande. Et là, on a théoriquement 75 jours pour analyser les dossiers. Bon, on va tout mettre en œuvre pour essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais bien entendu, tout ça dépendra aussi de la charge de travail globale. Alors, ce que prévoit l'arrêté, c'est qu'en cas d'absence de décision au terme de ces 75 jours, la demande est réputée refusée. Alors, le coût de l'enregistrement, l'arrêté prévoit des frais d'instruction de dossier de 500 € par dossier. La portée géographique de la décision d'enregistrement, mais au niveau wallon, on peut prendre des décisions qui ne portent que sur le territoire wallon. Donc, si on vous dit, ben voilà, ce que vous produisez, effectivement, ce ne sont plus des déchets, ce sera légitime pour une utilisation de ces granulats sur le territoire wallon. Si vous souhaitez aller dans un autre pays ou même en région bruxelloise ou région flamande avec ces granulats, là, il faudra vous concerter avec les autorités administratives de ces pays pour voir comment eux considèrent ces matières et donc quelles seront les conditions d'utilisation. Donc, on a une disposition dans l'arrêté qui nous permet d'avoir une connaissance de ce qui se passe, de ce qui a été décidé dans les autres pays, mais on n'a pas forcément une réciprocité. Donc là, ce sont des démarches à opérer en plus. Mais bon, on va déjà essayer de résoudre les situations qui se produisent en Wallonie. Les critères de sortie de statut de déchets des granulats recyclés, donc tout cela est défini à l'annexe 2 de l'arrêté. On a des critères sur la matière au niveau des déchets entrants. Donc, on a une liste de codes déchets autorisés. Donc, on ne peut pas travailler à partir de tout et n'importe quoi. Et puis, en sortie du processus de recyclage, il y a des critères sur les granulats recyclés, donc des critères techniques, le marquage C2+, les types d'applications et les normes associées à ces applications qui sont définies dans l'arrêté. Et bien entendu, il y a également une série de critères environnementaux. Alors, on a des critères sur le procédé de traitement dans l'installation de valorisation autorisée, l'application d'un système de gestion de la qualité. Là, encore une fois, je pense que Thibaut l'abordera un peu plus en détail, et la mise en œuvre d'une traçabilité. Donc, il y a une attestation de conformité qui est prévue par l'arrêté et qui doit accompagner les différents lots qui sont remis aux clients. Le dossier de demande, alors c'est un dossier qui reprend l'ensemble des informations qui vont nous permettre de vérifier que les critères et impositions de l'annexe 2 sont respectés. Alors, comment l'élaborer? En fait, l'administration, avec l'aide de l'ICEP, a établi il y a déjà un certain temps un canevas donc, qui est proposé en ligne, qui est composé de deux parties. Il y a un formulaire de demande et un dossier technique. Donc, le formulaire de demande, c'est surtout toutes les informations de type administratif, et le dossier technique, comme son nom l'indique, toutes les informations de type technique, et avec dans le formulaire de demande des liens vers le dossier technique. Donc, on ne vous demande pas de remettre toutes les informations techniques dans le formulaire de demande, mais à certains endroits, on va vous demander de nous préciser à quel endroit du dossier technique vous avez mis les informations, et également de nous fournir la liste des annexes qui se trouvent dans le dossier technique. Alors, ce canevas est disponible en ligne sur notre site internet, dont vous trouvez l'adresse ici. Nous avons appris que Feredeco a retravaillé le canevas et le propose à ses membres, et donc c'est ce qui fera l'objet du troisième exposé. Donc, j'espère que vous m'entendez toujours. Alors, Comment ça va, Didier? Ok. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ces canevas au niveau de l'administration et de l'ICEP, donc on a établi un canevas général pour les trois types de
de procédures qui existent, donc, que j'ai mentionné plus tôt. Et donc, ça veut dire aussi que ici, quand vous êtes dans la procédure d'enregistrement, vous ne devez pas tout remplir si vous utilisez le Canva administration. Ce que vous devez faire, c'est vraiment vous concentrer sur la partie enregistrement. Mais donc, et donc, l'utilisation de ces Canva, l'objectif, c'est vraiment de fluidifier la constitution des dossiers et l'instruction des demandes. Donc, c'est conçu comme un guide pour les demandeurs pour la constitution de leur dossier. Et au niveau de l'administration et de l'ICEP, ça doit aussi nous faciliter l'instruction des dossiers et donc accélérer l'instruction de l'ensemble des dossiers parce que ça nous permettra d'identifier très rapidement les informations qu'on cherche en sachant que si on a besoin d'informations sur les aspects environnementaux, on saura très précisément à quel endroit du dossier on doit les chercher et on ne doit pas commencer à parcourir tout l'ensemble du dossier quand on est dans cette phase-là de l'instruction du dossier. Donc, le dossier de demande, encore une fois, sur base de ces Canva. Donc, le formulaire de demande, et comme j'ai mentionné, il ne faut pas tout remplir. Ici, les informations administratives, dans ce cas-ci, c'est le tableau B. Et pour la partie technique, c'est les sections 1 et 3 qui s'appliquent au dossier de demande dans le cas des enregistrements. Et donc, bien évidemment, il y a toute une série d'annexes qui peuvent également être jointes pour apporter les informations les plus complètes sur la situation du centre qui demande l'enregistrement. Alors, qui doit déposer le dossier de demande? C'est l'exploitant de l'installation de l'activité classée ou autorisée. Et donc, là, sur base de la jurisprudence et de consultation interne de notre service juridique, la position, c'est qu'il nous faut un dossier par installation. Donc, même si une même entreprise gère plusieurs installations, là, il nous faudra un dossier par installation. Alors maintenant, on s'attend évidemment dans ces situations-là à ce qu'il y ait un certain nombre d'annexes qui soient identiques pour les différents dossiers déposés par la même entreprise. Mais notre souhait, c'est d'avoir vraiment à chaque fois les dossiers complets et pas un renvoi d'un dossier vers un autre, parce que là, cette situation-là nous ferait perdre du temps à aller rechercher des informations d'un côté ou de l'autre. Alors, le dossier, donc il faut nous l'envoyer. Il y a une partie qui doit figurer, qui doit être envoyée par courrier postal, mais c'est uniquement le formulaire de demande, parce que c'est dans ce formulaire qu'il y a aussi toute une série d'engagements signés qui doivent figurer. Donc là, pour ça, nous avons besoin de la version papier signée. Et sinon, l'ensemble du dossier doit être envoyé plutôt par version électronique, donc le dossier complet de demande avec les annexes. Et donc, on a une adresse générique qui a été définie pour les envois de ces dossiers. C'est l'adresse qui figure ici à l'écran. Alors, en conclusion, la procédure sortie de statut déchets doit nous amener une garantie sur la filière et la qualité des granules recyclés pour faciliter, donc promouvoir leur utilisation. L'objectif aussi, c'est d'avoir une équité entre l'ensemble des exploitants. Alors, nous sommes bien conscients que la procédure est assez exigeante et qu'il y a encore beaucoup d'aspects à préciser. Donc, on a les arrêtés datent de 2019, mais dans l'ensemble, il y a encore beaucoup d'éléments de jurisprudence qui se constituent au fur et à mesure de l'instruction des dossiers. On a également un dialogue qui a déjà été initié avec un certain nombre d'acteurs et de fédérations, et sur cette base, on est en train de faire quelques révisions au niveau de l'arrêté, au niveau des modalités d'instruction, enfin plutôt de suivi des dossiers pour aller vers un peu plus de flexibilité pour la mise en œuvre, notamment, mais on
a constaté en discutant avec les fédérations et avec les notified bodies qu'il y avait certaines formulations dans l'arrêté qui pouvaient éventuellement être source de blocage, et là on est en train de les modifier au niveau des systèmes, des types d'organismes certificateurs du système de gestion de la qualité. Et donc compte tenu de cela, là on prévoit effectivement un peu de flexibilité à ce niveau-là. Au niveau des analyses de l'eau, il y a également des discussions qui sont en cours, et donc on espère que les modifications pourront passer assez rapidement. Cependant, là, il y a une chose qui, pour le moment, ne change pas, c'est la deadline du 1er juillet 2021. Donc là, il n'est pas du ressort de l'administration de proposer une modification ou de l'interpréter différemment. Donc là, on en reste à cette deadline, et donc là, il sera important qu'à tout le moins les démarches aient au moins déjà été initiées par les différents centres de production de granulats qui sont concernés. Et le plus tôt sera le mieux, parce que cette échéance approche à grands pas. Et donc, au niveau de la facilitation pour l'ensemble des dossiers, comme j'ai dit, on a l'appui technique très précieux de l'ICEP, et donc au niveau de l'administration avec l'ICEP, on se tient à votre disposition pour répondre à des questions qui concerneraient l'interprétation de certains articles de l'arrêté, au suivi administratif des dossiers et au contenu des dossiers techniques. Donc maintenant, comme je l'ai mentionné, là aussi, par équité entre l'ensemble des demandeurs, on peut avoir une phase de discussion informelle avant l'introduction du dossier, mais on ne souhaite pas que cela se transforme en partie de ping-pong qui deviendrait trop longue, parce que à ce moment-là, le temps qu'on passerait là-dessus, c'est du temps qu'on n'aurait plus pour l'instruction de l'ensemble des dossiers. Alors, pour rappel, il y avait déjà eu une journée d'information sur l'ensemble des arrêtés, donc à la fois l'arrêté sortie de statut déchets et l'arrêté sous-produit. Donc, cette journée d'information en octobre 2019 avait été enregistrée. Donc, il y a les présentations qui sont disponibles sur notre site internet, à peu près dans la même zone que là où se trouvent les canevas de dossiers. Comme je l'ai mentionné ici pendant l'exposé, on est dans des arrêtés assez jeunes et on a une jurisprudence qui est en train de se construire. Donc, il peut y avoir certaines choses qui ont été dites à l'époque qui ont pu évoluer entre-temps. Mais en l'occurrence, ça serait plus pour le moment dans le volet sous-produit, et donc normalement pour sortie de statut de déchets granulats, ce qui avait été dit à l'époque ne doit pas avoir tellement changé. Et donc, comme je l'ai mentionné, au niveau de l'équipe, donc il y a mon collègue Aubry Collignon et mon directeur Jean-Marc Aldric au niveau de l'administration, et donc Madame Émerance Bietlot et Monsieur Maxime Béjot au niveau de l'ICEP. Nous sommes à votre disposition pour les questions que vous poseriez concernant d'une part cette présentation et d'autre part surtout la constitution de vos dossiers. Et comme déjà mentionné, nous avons notre adresse générique ssd, sortie de statut de déchets, .déchets, sans accent, @spw.wallonie.b. Et je vous remercie pour votre attention, et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour les couacs techniques qui se sont produits pendant la présentation. Merci Didier pour cette présentation. Comme précisé, voilà, c'est maintenant Thibaut Mariage, directeur qualité, sécurité, environnement au sein de la Société coopérative Trolécoile, mais également aussi directeur de la Fédération des recycleurs d'inertes en région wallonne, Ferredeco, qui va prendre la parole et qui va commencer effectivement par entrer dans les détails un peu plus techniques, en commençant effectivement par le marquage CE2+. Thibaut, c'est à toi. Tu peux partager ton écran et bonne présentation. Merci. Alors, merci. Merci Aimé, merci Didier pour cette intéressante
Voilà. Je suppose que vous avez ma présentation à l'écran. Parfait, Thibaut. Voilà. Top. Voilà, Didier, on a parlé, un des prérequis indispensables pour sortir du statut de déchet, c'est la certification CO2+ de l'installation de production. C'est quelque chose qui est relativement complexe. Alors, en 20 slides, je vais essayer de décrire ça au mieux. Je vais d'abord expliquer ce qu'est le marquage CE, pour ensuite mieux expliquer ce qu'est le marquage CO2+, et puis, en troisième lieu, je vais m'attacher à décrire comment obtenir une certification CO2+ pour une installation de production. Parce qu'on en est là, il faut d'abord obtenir cette certification CO2+, et puis ensuite postuler via les formulaires à la sortie de statut de déchet. Donc, je ne vais pas parler, moi, de formulaire. C'est mon collègue Nicolas Alexandre qui va vraiment expliquer comment Feréleco a traduit les formulaires du SPW en quelque chose d'exploitable pour un producteur de granulats recyclés qui a déjà une certification CO2+. Mais passons en premier lieu à cette certification CO2+. Et surtout, qu'est-ce que c'est que le marquage CE? Le marquage CE, comme son nom l'indique, c'est une transposition d'une directive européenne. Ce n'est pas récent du tout, hein, ça date déjà de 2004. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce marquage s'applique aussi bien aux granulats naturels qu'aux granulats recyclés. Tous les granulats qui sont mis sur le marché européen, on parle ici vraiment de normes harmonisées et donc d'un marché commun au niveau de l'Europe, doivent répondre à des spécifications techniques harmonisées. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir circuler librement sur le marché européen. Ce marquage, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit en fait 6 exigences essentielles que je peux résumer. Voilà, et il est bien sûr matérialisé par ce petit logo qu'on connaît bien. Il est défini par 6 exigences essentielles relatives aux ouvrages de construction. Alors, c'est des exigences qui sont diverses, hein, mais qui s'appliquent à tous les ouvrages en matière de construction. Ici, par rapport à nos produits, notre granulat, bien sûr, ce sont essentiellement les résistances mécaniques et de stabilité et l'hygiène, la santé et l'environnement qui s'appliquent surtout aux granulats recyclés. C'est quoi le principe? C'est que le fabricant, le producteur, doit mettre en place un contrôle interne de sa production, ce qu'on appelle aussi un autocontrôle, en mettant en place ce qu'on appelle un FPC, en anglais Factory Production Control, c'est-à-dire un système de management de la qualité qui entoure toutes ces activités de production. Et ce système de contrôle interne peut être complété ou non, il y a différents niveaux de marquage, je vais y venir, par une évaluation externe qui est réalisée par un organisme de contrôle qui est désigné à cet effet et qu'on appelle Notified Body. Je l'ai dit, le système d'attestation de conformité comprend plusieurs niveaux qui, en fait, vont d'un niveau pur autocontrôle, c'est ce qu'on appelle le CE niveau 4, à un contrôle certifié totalement en externe, qui est le niveau 1+. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi le 2+? Parce que c'est le niveau qui a été choisi par l'État membre et même la région membre, région wallonne, pour pouvoir être utilisé dans les chantiers publics à travers le Caliroute. Depuis 2012, le cahier des charges type Caliroute exige un niveau de marquage CO2+, pour tous les granulats utilisés dans les chantiers publics. Par extension, c'est ce niveau-là qu'a choisi le SPW pour la sortie de statut de déchet. Quelle est la différence entre le niveau 4, un autocontrôle complet du producteur, et le niveau 2+? Eh bien, tout simplement, dans le niveau de certification CO2+, un organisme externe intervient pour auditer le système de management de la qualité. Cet audit se passe une fois par an et cet organisme externe délivre un certificat de conformité CO2+, à l'installation
de production. C'est ce certificat qui est exigé par la région wallonne pour prouver la sortie de statut de déchet d'un granulat recyclé. Donc, le marquage CE, bien sûr, il est apposé sur le produit. Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas possible, mais bien sur les documents qui accompagnent le produit. Et c'est donc la déclaration que ce produit est conforme à cette norme européenne harmonisée et que les procédures d'évaluation qui ont été édictées ont été appliquées. Voilà pour le marquage CE. Le marquage CE2+, vous l'avez compris, c'est un niveau encore supplémentaire. Alors, très rapidement, de quelles normes harmonisées on parle? En règle générale, pour les granulats, il y a 3 normes qui qu'on prend en compte et une qui est vraiment plus spécifiquement utilisée pour toutes les applications qui sont reprises pour les granulats dans l'annexe 2 de l'arrêté sortie de statut de déchets, c'est la EN 13242. Elle regroupe en fait toutes les applications de granulats en génie civil et en construction de chaussées. En règle générale, c'est l'utilisation principale qu'on fait des granulats recyclés. On a également une norme, la 12620, pour les granulats qui sont destinés à être utilisés dans le béton et la 13043 pour les mêmes granulats qui servent à réaliser des mélanges hydrocarbonés. En règle générale, en région wallonne, la plupart des centres de recyclage qui sont certifiés CE2+, le sont pour la norme 13242. Bon, voilà, une norme européenne, c'est un document, bien entendu, officiel pour mémoire. Voilà à quoi ça peut ressembler. Quel est le contenu d'une norme? Je ne vais certainement pas m'étendre là-dessus, mais elle traite essentiellement, notamment la 13242, de caractéristiques techniques et des procédures nécessaires pour le contrôle des granulats. La norme renvoie la plupart du temps, pour les éléments techniques, la façon d'analyser un produit à d'autres normes et elle donne pour chaque caractéristique qu'elle énonce. Il y a 3 types de caractéristiques: les caractéristiques géométriques, les caractéristiques physiques, les caractéristiques chimiques. Pour chaque caractéristique, la norme donne la méthode d'essai et les différentes classes qui peuvent déterminer le granulat. Le cahier des charges type, notamment Caliroute, va chercher dans cette norme la classe qui l'intéresse pour les différentes applications qu'il cite. J'ai parlé de système de management de la qualité, mais c'est quoi en résumé? Un système de management de la qualité, c'est essentiellement un ensemble de documents qui attestent de quoi? De la maîtrise de sa production par le producteur de granulats. Le but vraiment de ce système documentaire, c'est d'apporter à un tiers externe, la preuve écrite qu'il maîtrise sa production. Qui est ce tiers? Eh bien, c'est le Notified Body dont j'ai parlé tout à l'heure. En région wallonne, il y a essentiellement 3 Notified Body qui sont susceptibles d'être actifs. Et donc, je vais les citer. Il s'agit de Bicert, de Certipro et de Copro, dans l'ordre alphabétique pour ne pas faire de préférence. Le système de management de la qualité est composé de 3 types de documents. On va avoir un manuel qualité qui, la plupart du temps, ne fait pas plus d'une vingtaine de pages, qui explique qui est le producteur et comment fonctionne son système. On a quelques procédures qui décrivent très précisément les actions à réaliser et on a une série de formulaires qui servent à enregistrer de manière concrète, écrite, la réalisation des actions. Alors, par rapport à cette obligation de marquage CE2+, qui date, pour rappel, déjà de 2012, Feredeco ASBL, qui est la Fédération des recycleurs de déchets de construction, a réagi et a offert à ses membres la possibilité d'utiliser, alors on appelle ça des blancos ou des templates. En gros, ce sont des squelettes de manuels qualité, de procédures et de formulaires. Ces squelettes ont été vraiment adaptés à ce pourquoi ils vont servir, c'est-à-dire à un centre de recyclage, un site de production standard et doivent bien sûr être personnalisés
par chaque producteur et implémentés dans le fonctionnement quotidien d'un site de production. Mais c'est des outils très, très utiles qui ont fait leurs preuves depuis 2012 et ces outils sont disponibles gratuitement pour tous les membres en ordre de cotisation. La fédération a adopté exactement la même démarche pour les formulaires. Les deux formulaires que le formulaire et le dossier technique, ces deux documents que Didier Goy vient de présenter, ont été retraduits par Feredeco de manière explicite en faisant vraiment référence notamment aux éléments du système de management de la qualité que je viens d'expliquer. C'est Nicolas, mon collègue, qui va vous décrire la façon dont Feredeco a retravaillé ces deux formulaires. Donc, le principe, c'est d'essayer de préparer le travail aux producteurs de manière à ce qu'ils soient moins surpris par certaines lourdeurs administratives qu'on pourrait trouver dans les documents. Juste un mot, j'ai parlé tout à l'heure de Caliroute. Comment est-ce que cette certification CE2+, se traduit dans Caliroute? Donc, jusqu'à il y a peu, c'était assez succinct. Hein, les granulats devaient relever du système CE2+. Depuis 2021, le cahier des charges type Caliroute est plus explicite, vu qu'il demande essentiellement la fourniture de 3 éléments dans le cadre de la mise sur le marché de granulats dans le cadre d'un chantier public. C'est un certificat CE2+, et ça, eh bien, c'est le certificat qui est décerné aux producteurs par l'organisme notifié après audit du système de management, un audit qui a lieu tous les ans. Donc, ce certificat CE2+, est renouvelable de manière annuelle. Le deuxième document, c'est la déclaration de performance. On appelle ça aussi DOP, qui est en fait la déclaration du producteur qui confirme que le matériau est bien conforme aux normes européennes. Alors, cette déclaration, elle fait un petit peu double emploi suivant Feredeco avec l'attestation de sortie de statut de déchet. Et c'est pourquoi Feredeco a proposé de réaliser les éléments en commun, les éléments qui doivent se trouver obligatoirement sur ces documents, dans un seul document qui regrouperait la déclaration des performances et l'attestation de sortie de statut de déchet. C'est un document qui sera proposé lors de l'exposé numéro 3. Et enfin, la fiche technique du granulat, ça c'est le troisième document qui est exigé dans le cadre de Caliroute. Une fiche technique, c'est aussi un document qui doit être réalisé dans le cadre du marquage CE2+. Voilà des exemples pour que vous voyez en concret de quoi on parle. Je n'avais pas sous la main, et je m'en excuse auprès de certificats émanant de CertiPro, mais voilà un exemple de document certificat CE2+, qui sont vraiment attachés à une installation de production. Un exemple qui vient de Bicert et de CoPro. Un exemple de déclaration de performance. Nicolas va parler tout à l'heure de la fusion DOP et attestation de conformité. Et un exemple de fiche technique. Par rapport à ces fiches techniques, vous devez savoir que l'ASBL Feredeco a noué un accord de collaboration avec un laboratoire accrédité qui s'est spécialisé dans les analyses géotechniques à réaliser sur les granulats recyclés et qu'à travers cette collaboration, les membres de Feredeco peuvent bénéficier de fiches techniques qui sont d'ailleurs validées par le SPW-MI dans le cadre de Caliroute et également d'analyses statistiques de leur production qui sont très utiles. Tous ces éléments qui matérialisent le marquage CE2+ effectif d'une installation, on peut les retrouver sur le bordereau de vente qui accompagne le granulat recyclé. Et tout ce marquage n'est pas fait n'importe comment, bien entendu. Il répond aux exigences de l'annexe ZA de la norme. Alors, pour essayer de résumer vraiment très très fort, et là je m'adresse en priorité bien sûr aux producteurs qui nous écoutent et qui n'ont pas encore réalisé de système de management de la qualité.
quelles sont les étapes pour y arriver et, si possible, pour y arriver avant le 1er juillet. La première étape est bien sûr de mettre en place ce système de management de la qualité. Donc, j'en ai parlé, un manuel qualité, des procédures, des formulaires. Bien sûr, vous pouvez faire appel à Feredeco qui a développé les templates ou bien entendu faire appel à des consultants externes. À ce titre, Feredeco est en train d'établir une shortlist de consultants indépendants qui sont susceptibles de pouvoir offrir aux producteurs un accompagnement dans le cadre de la réalisation d'un système de management de la qualité. N'hésitez pas à contacter Feredeco pour avoir cette liste. Bien sûr, une étape, et c'est la suivante, qui est indispensable, c'est de réaliser une production de granulats et d'analyser ceux-ci. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des certificateurs les essais initiaux, ou les ITT en anglais. Alors, quelles analyses réaliser pour quel granulat? Là, je ne vais pas m'étendre sur ce domaine. On est vraiment dans un domaine technique pour lequel Feredeco peut vous aider à travers notamment la collaboration de Feredeco avec le laboratoire ITER Solutions. La troisième étape, une fois qu'on a réalisé son système de management de la qualité, qu'on a réalisé ses essais initiaux et qu'on connaît donc la qualité de ces produits, c'est bien entendu de réaliser un audit interne pour vérifier que l'implémentation du système fonctionne. Quatrième étape, une revue de direction qui témoigne de l'implication de l'ensemble du personnel de l'installation de production et donc de la direction dans le suivi du système de management de la qualité. Et enfin, vient l'audit externe par le Notified Body que vous aurez choisi. Comme j'ai déjà dit, il y en a 3. C'est vraiment une démarche qui doit être propre à chaque producteur que de faire son petit marché, de choisir le Notified Body et de signer avec lui un contrat concernant la certification CO2+ des granulats. Cet audit, il donne lieu la plupart du temps à quelques non-conformités. En réponse à ces non-conformités, le producteur doit rédiger un plan d'action qui, s'il est accepté par le Notified Body, donnera lieu à la délivrance du certificat et donc à la certification CO2+ de l'installation de production. Voilà le schéma en pratique. Si maintenant j'essaie de vous transposer ça en une ligne du temps qui inclut également la sortie de statut de déchets des granulats recyclés, ça donne ça. Il s'agit bien entendu d'une ligne du temps idéale. Donc aujourd'hui, 24 mars 2021, vous assistez au webinaire, vous partez de zéro, vous êtes un producteur de granulats recyclés et vous souhaitez continuer à exercer cette activité après le 1er juillet 2021, eh bien, je vous conseille dès demain ou même dès aujourd'hui de contacter un Notified Body. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est peut-être là que le délai va être le plus contraignant, le délai de réaction de l'organisme tiers qui va venir auditer votre système. Je vous conseille également de contacter immédiatement Feredeco ou un consultant externe pour réaliser le système de management. Et si vous laissez 2 mois, vous avez le temps pour 1. rédiger votre système de management, 2. l'implémenter dans votre site d'exploitation, réaliser vos essais initiaux sur les granulats. Et là, je vous enjoins à contacter un laboratoire qui peut vous conseiller sur les tests techniques. Autre chose dans ce laps de temps, réaliser les essais environnementaux que vous devez effectuer par sorte. Et donc, quand on parle de sorte, on parle de la sorte béton, la sorte mixte, la sorte hydrocarbonée. Il s'agit d'un test environnemental de type lixiviation qui est repris dans l'annexe 2 de la GOE. Finalement, par rapport au marquage CO2+, que je viens d'expliquer, qu'est-ce que la sortie de statut de déchets? Eh bien, c'est juste une couche environnementale, une procédure d'analyse environnementale et des tests à réaliser toutes les 5000 tonnes produites de granulats qui vient s'ajouter au système de certification CO2+. La bonne réalisation de cette procédure et de ces tests, elle sera contrôlée par l'auditeur qui viendra également auditer le système de management de la qualité. Et donc, si je reviens à mon timing, réaliser également dans ces 2 mois un audit interne pour vérifier
la bonne implémentation du système de management de la qualité, effectuer une réunion de direction pour vérifier que l'ensemble du personnel de la société est bien impliqué dans le CE2+, et puis d'avoir votre audit externe. Si, je ne peux pas m'avancer pour les notified bodies, mais si dès aujourd'hui vous les contactez, peut-être que d'ici 2 mois, vous pourriez avoir une date d'audit. Après cet audit, je l'ai dit, rédiger un plan d'action et enfin obtenir le sésame, le certificat CE2+. Une fois que vous l'avez, eh bien, vous devez le joindre au formulaire et au dossier technique. C'est une annexe à part entière de votre formulaire et de votre dossier technique. Et, comme l'a expliqué Didier, les faire suivre au SPW. Et dans ce timing-là, vous serez prêt pour le 1er juillet 2021. Comme vous l'avez compris, il y a du boulot et le délai est très court. Ferredeco est à votre disposition pour vous aider dans toutes ces actions. Voici les coordonnées auxquelles vous pouvez nous joindre. Et moi, j'en ai fini pour mon exposé, à votre disposition pour les questions. Merci Thibaut. Donc, on va maintenant passer au deuxième volet, qui est le volet environnemental. Je vais inviter Monsieur Nicolas-Alexandre Gène à partager son écran et à faire sa présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Ok, parfait, nickel. Donc moi, je vais vous expliquer un peu donc les formulaires et le dossier technique ainsi que les annexes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport au CE2+. Donc la première possibilité pour remplir les documents, c'est via les originaux. Donc Monsieur Boilly vous a présenté les endroits où on pouvait trouver ces originaux. Donc pour rappel, c'est sur le site du département sur les déchets. Donc via le lien, vous pouvez tomber sur une page et vous aurez ce tableau que vous avez sur la slide. Et vous pouvez télécharger sur cette page Internet le formulaire et le dossier technique. Donc, une fois que vous les aurez téléchargés, il suffit, entre guillemets, de les remplir. C'est aussi sur cette page Internet que vous pouvez trouver les informations sur le virement de 500 € à réaliser. Donc, lorsque vous réaliserez ce virement, ce sera là que vous trouverez le numéro de compte, par exemple. Ensuite, une deuxième possibilité, c'est via les blancos Ferredeco. Donc, comme on l'a déjà indiqué, Ferredeco a mis en œuvre 2 blancos, donc un pour le dossier technique et un pour le formulaire. En fait, les blancos, c'est les fichiers originaux, mais ils sont déjà pré-remplis, ils sont déjà travaillés entre guillemets. À côté de ça, il y a tout le dossier de sortie de statut de déchets qui est déjà fait. Donc, il y a tout un squelette qui est proposé. Et tout se tient ensemble. Donc, pour pouvoir avoir ces dossiers, ces formulaires et ce squelette, il faut prendre contact du coup avec Ferredeco. Je vais ici vous expliquer comment remplir les documents, mais en me basant sur les blancos proposés par Ferredeco. Donc, le premier document, c'est le formulaire de demande de statut de déchets. Donc, ici, je vous ai mis à droite la première page, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble en live. Donc voilà, donc il s'agit bien du formulaire de demande. Et donc ici, il s'agit du blanco proposé par Ferredeco. Et donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, on a déjà précoché qu'il s'agit d'un enregistrement qu'on souhaite. Donc, on a déjà coché ce qui nous intéresse. Et en rouge, c'est en fait ce qui vous intéresse, vous, ce que vous devez changer, vous. Donc, je vais pas… Voilà, vous devez mettre votre numéro et tout ça. Donc, tout est déjà pré-rempli. Tout ce qui est en rouge, c'est vous qui devez faire. À nouveau, on a précoché ce qui nous intéressait. Et on a bien mis en évidence qu'il fallait aller au tableau B. Donc voilà, tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est barré, parce qu'on n'a pas besoin de remplir, parce qu'il ne s'agit pas de la demande d'enregistrement. Et enfin, on arrive au tableau B. Ce tableau B est directement relié au dossier technique que je vais expliquer juste après. Donc, il suffit juste de mettre le numéro de page du dossier technique, mais on va voir après à quoi ça ressemble. Donc, on va retrouver exactement le même tableau dans le dossier technique. Et comme vous pouvez le voir, les annexes seront aussi prédéfinies dans le squelette. Donc, par exemple, ici, on a indiqué que c'était l'annexe 20 parce que l'annexe 20, ça sera l'annexe qui sera en rapport avec ce point du formulaire et du dossier technique. Tout se tient en fait. Donc, à nouveau, là, le tableau C, il ne faut pas le remplir, du coup, il a été barré. Et puis après, la liste des annexes
qui est déjà prédéfini par Feredeco. Donc, c'est juste une suggestion, mais tout se tient. Du coup, c'est mieux de suivre cet ordre-là si vous utilisez les blancos. Et à nouveau, là, en rouge, c'est ce que vous devez compléter. Donc, voilà. Ensuite, le document suivant, c'est le dossier technique. Donc, à nouveau, j'ai mis la première page pour ne pas confondre parce qu'elle ressemble fort à la première page du formulaire de demande, mais ici, c'est bien le dossier technique. Donc, à nouveau, je vais vous projeter le dossier technique blanco à quoi il ressemble. À nouveau, on a apparu tout ce qui n'était pas utile pour nous. Donc ici, c'est juste la section 1 et la section 3 qu'il va falloir remplir. Donc dans la section 1, c'est les informations qui vous concernent. Et du coup, on demande bien un enregistrement. Donc c'est de nouveau mis en rouge. Tout ce qui n'est pas intéressant, c'est barré. Et il faut directement aller dans la section 3. Et là, à nouveau, il y a du rouge, mais il y a un peu plus d'informations parce que, par exemple, tout ce qui est mis en italique, vous devez le supprimer et mettre vos informations. Donc, par exemple, ici, c'est une brève description de la société, mais ça, je ne peux pas le faire pour vous, du coup, c'est à vous de le faire. Du coup, tout ce qui est en italique, c'est à modifier par vous-même. Ce qu'il y a entre crochets, enfin, entre guillemets ici, c'est une explication des annexes. Donc, comme je vous l'ai dit, les annexes sont directement reliées au dossier technique et au formulaire. Tout se tient. Et pour un peu plus de cohérence, on a expliqué chaque fois, quand on citait l'annexe 16, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'annexe 16. Et ça, c'est expliqué quand c'est entre crochets. Donc voilà, à chaque fois, il faut, dès que c'est en rouge, il faut prêter un peu plus d'attention, lire et modifier pour vous, quoi. Les annexes sont déjà prédéfinies, donc sont déjà introduites dans les paragraphes. Il suffira donc de faire un dossier à côté avec vos annexes et de mettre les documents que vous avez. Je vais parcourir par la suite les annexes pour que ce soit un peu plus clair. Et donc ici, vraiment tout ce qui est en rouge, c'est déjà pré-travaillé. Normalement, les paragraphes, quand c'est pas en italique, vous pouvez le laisser tel quel, mais libre à vous de le modifier si vous préférez. Et tout ce qui est en italique, vous devez le changer. Et ici, on retrouve le même tableau qu'on retrouvait dans le formulaire que je vous ai présenté juste avant. Dans le formulaire, on faisait un appel au dossier technique. Donc, par exemple, la première case du tableau dans le formulaire que je vous ai présenté juste avant, il fallait indiquer de la page XX du dossier technique. Et en fait, il fallait mettre la page 12 du dossier technique. Ici, dans le dossier technique, on explique le tableau. Donc, à nouveau, c'est en rouge. Du coup, il faut expliquer, mettre à jour si vous le souhaitez. Mais les paragraphes sont déjà pré-remplis pour vous. Donc voilà, ça c'est donc les mêmes tableaux qu'il y a dans le formulaire. Et enfin, ici, le dernier point, c'est pour l'attestation de conformité. Ça, on a fait un projet d'attestation de conformité qui doit encore être validé. Et ça, il y a aussi un blanco, je vais vous le montrer juste après aussi. Et alors, ensuite, la section 4, elle ne nous intéresse pas, du coup, elle est barrée. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus rien ensuite. Ouais. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, une fois que vous avez le formulaire et le dossier technique, il faut donc introduire des annexes. Feredeco a, comme je l'ai dit, fait un squelette de tout le dossier complet, quoi. Et donc, il y a déjà un ordre prédéfini d'annexes. Si vous êtes déjà CE2+, il y a très peu de documents qui sont à créer. Donc, il s'agit juste de l'annexe 4, qui est la procédure de réalisation des essais environnementaux, et l'annexe 21, qui est le projet d'attestation de sortie de statut de déchet, comme je viens de vous le dire. Pour ces deux annexes qui sont à produire, si vous êtes déjà CE2+, il y a également des blancos qui sont disponibles via Feredeco, et je vais vous les montrer juste après. Donc ici, c'est la liste des annexes qui est proposée pour les blancos. Donc, pour que tout se tienne ensemble, il faut respecter cet ordre aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a seulement deux nouvelles annexes. Donc, l'annexe 4 pour les essais environnementaux et l'annexe 21 pour le projet d'attestation. Il y a des blancos, mais pour tout le reste, si vous êtes déjà CE2+, normalement, vous avez déjà tous les documents à votre disposition et il suffit juste de faire un nouveau dossier et de mettre les documents dedans. Donc, pour l'annexe 4, qui est une nouvelle annexe à produire, c'est un peu la nouveauté par rapport au CE2+, c'est la nouvelle couche, comme Thibault l'a déjà dit. C'est en fait la réalisation de tests de luxivation et de tests sur la composition qui sont à réaliser. Ça, il faut faire ces tests en fait pour être conforme par rapport aux seuils qui sont fixés dans l'annexe 2 de la GOE. Ces tests seront à faire toutes les 5000 tonnes de produits finis par sorte de déchets. Donc, par sorte, on entend mix béton ou hydrocarboné.
prélèvement devra être fait par un préleveur enregistré et les analyses réalisées par un laboratoire agréé. Donc, comme je l'ai déjà dit, un blanco donc de ce type ici, comme vous pouvez le voir à droite de la slide, est proposé par Feredeco. Et là, a priori, il n'y a quasiment plus rien à changer, tout est déjà fait. Et enfin, la dernière annexe qui est à produire, c'est le projet d'attestation de sortie de statut de déchet. C'est en fait un mix entre la DOP, donc la déclaration de performance, et l'attestation de conformité qui vous sera délivrée lorsque vous aurez introduit votre formulaire de demande de sortie de statut de déchet. Pardon. À nouveau, on a produit un blanco, mais ce blanco n'est pas encore officiel parce qu'il n'a pas encore été validé. Donc, c'est une proposition qui, a priori, devrait être bonne, mais on ne sait jamais. Ce blanco est également disponible via Feredeco et il suffira donc de mettre la liste de vos produits s'ils sont certifiés CE2+, ou CE4 et normalement, ça sera bon. Du coup, comme Monsieur Mariage l'a déjà dit, si vous avez une question par rapport à la sortie de statut de déchet, n'hésitez pas à contacter Feredeco. Et les coordonnées sont affichées maintenant sur l'écran. Donc voilà pour moi. Merci. Donc voilà, nous espérons effectivement qu'il y a déjà quand même une bonne compréhension par rapport aux trois présentations qui se sont succédées. Je vais inviter les participants à allumer leur caméra pour passer à la séance de questions-réponses. Il n'y en a pas énormément, principalement, mais je pense que c'est surtout sur le deadline, hein, et on a deux questions que je vais regrouper en même temps. Voilà, quand est-ce que doivent être introduits les dossiers? Il y a une question qui demande, voilà, est-ce que, compte tenu des délais de traitement, 20 à 75 jours, est-ce qu'il faut les introduire maintenant? Ou est-ce qu'effectivement, il faut les introduire pour le 1er juillet? Thibaut Mariage a fait une deadline. Voilà, à voir maintenant comment on travaille. Ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, vous avez l'information. On comprend que les délais sont, je dirais, assez courts. Et donc, il faut rentrer dans la procédure. Donc, je vais laisser la parole à l'administration, à Didier Goï et son directeur Jean-Marc Aldrix pour répondre à cette première question. Jean-Marc, ton micro est coupé. Bonjour à toutes et tous. Donc, je recommence ce que je viens de dire. Donc, je ne me suis pas présenté jusqu'à présent. Donc, Jean-Marc Aldrix, un directeur de la direction des infrastructures de la politique des déchets. Donc, c'est la direction qui sera amenée à instruire avec l'appui de l'ICEP les directions. Et donc, pour répondre à cette question-là, voilà, je n'ai pas d'autre solution que de répondre en deux phases. Une première sur le plan strictement formel. L'obligation porte à dater du 1er juillet de cette année. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement en date de février 2019. Donc, je n'ai pas d'autre option sur le plan légal que de répéter ce qu'il y a décrit au niveau de la loi. Par contre, on est bien conscient naturellement que, eu égard à la crise que nous traversons notamment et aux nécessités que vous rencontrez, que nous rencontrons de pouvoir traiter les dossiers dans de bonnes formes, je veux dire, à tout le moins, je crois qu'il y a une nécessité d'introduire des dossiers préalablement au 1er juillet. Je ne peux apporter aucune garantie, naturellement, par rapport à aux positions que pourrait prendre le département de la police et des contrôles par rapport à des constats qu'il serait fait, mais je peux vous informer oralement que la bonne pratique au sein de notre administration est que nous ayons des contacts avec le département de la police et des contrôles, et donc on peut présumer du fait qu'il y ait une compréhension pour autant qu'il y ait une démarche volontaire qui soit établie. On l'a vu tout à l'heure, Monsieur Thibaut Mariage vous a exposé la démarche qui se finalise in extremis juste avant le 1er juillet. Il faut rajouter à cela naturellement le traitement des dossiers pour lesquels il y a des délais de rigueur. Donc, un dépôt juste avant le 1er juin sur le plan strictement formel, 1er juillet, pardon, sur le plan strictement formel, c'est malgré tout trop court pour répondre à la législation. Donc, moi, ce que je peux vous dire, voilà, nous aurons une compréhension pour ce qui nous concerne au niveau de l'administration normative qui est donc ma direction, et on peut supposer également,
je ne veux pas m'aventurer pour eux, qu'il y ait une forme de compréhension aussi s'il devait y avoir des contrôles. Mais donc, moi le message que je veux faire passer, c'est à tout le moins, déposons des dossiers préalablement à l'administration pour que nous, à notre niveau, soyons en mesure de préciser que telle entreprise n'est aujourd'hui pas reconnue, mais a déposé un dossier, et voire même un élément complémentaire que l'on pourrait émettre, c'est que voilà, si on a déjà pu jeter un coup d'œil dans le dossier, s'il est recevable, on pourrait dire qu'il est recevable. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin si ce n'est une révision de la législation qui n'est pas dans nos mains naturellement. Mais est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Oui, je pense que c'est assez clair, effectivement, entre la position de l'administration, entre les différentes administrations, hein, celles que tu représentes au niveau de la direction des infrastructures de gestion des déchets et la DPC. Ce qui est sûr et certain, c'est que le message qui est passé, c'est que voilà, il faut introduire en tout cas le dossier, entamer les démarches dès aujourd'hui pour introduire un dossier pour le 1er juillet. Comme l'a dit Jean-Marc, il y a des contacts entre administrations pour vérifier effectivement, pour s'assurer que ça va dans le bon sens. Donc, je pense que tu as compris, enfin, je pense qu'en tout cas, le secteur a compris ce que tu disais, Jean-Marc. C'est clair et net qu'on sera peut-être amené à formaliser ça d'une certaine manière le 1er juillet. Mais je pense que ça, c'est, pour le moment, je pense qu'on doit se concentrer sur le document, le formulaire à vous remettre. Je pense que ça, c'est la priorité pour, en tout cas, les exploitants de centres de recyclage. Peut-être un complément, Aimé Bien sûr, Jean-Marc. Voilà, donc, pour clarifier toute forme de situation, l'exercice que l'administration a voulu faire en partenariat avec les fédérations représentatives, c'est de proposer des canevas qui, comme l'a relevé M. Goy tout à l'heure, se veulent fluidifiants. Donc, entre guillemets, c'est un peu une forme de deal que l'on peut avoir entre nous. Il va de soi que si les dossiers sont constitués dans le respect de ces canevas, et singulièrement pour ce qui concerne les blancos proposés, voilà, ça devrait faciliter l'instruction et limiter les risques de demande de complément, puisque c'est un peu le risque administratif, c'est qu'en cours d'instruction de dossier, l'on constate que tel ou tel élément n'est pas dans le dossier, auquel cas, voilà, parlons-en franchement, nous essayons d'agir avec souplesse lorsque c'est possible en termes temporels. Lorsque ce n'est pas possible, nous sommes obligés d'être formels et donc de demander des compléments qui font reporter encore une fois le délai. Que l'on soit clair, personne n'a envie d'aller vers ça. Et donc, voilà, c'est une démarche proactive que nous avons voulu faire pour digérer un peu la manière de constituer les dossiers. Que l'on soit clair, il n'y a pas d'obligation formelle par rapport à ça, mais si les dossiers ne sont pas remplis suivant ces canevas-là, le risque augmente en tout cas. Ça, je ne peux pas le nier. Bien sûr. Merci Jean-Marc pour ces précisions. On a des questions concernant effectivement le type de granulats qui sont concernés, avec les granulats d'enrobés, je vois, et les agrégats hydrocarbonés FRESA qui sont utilisés en asphalte chaud au post-enrobage. Sont-ils concernés par cette obligation, par cette sortie de statut de fin de déchets? Oui, alors là, je peux répondre, enfin, sauf si Jean-Marc souhaite intervenir également sur cette question-là. Donc, la première question, l'utilisation, si ces déchets hydrocarbonés sont retravaillés dans un centre de recyclage et de production de granulats recyclés, oui, ça rentre dans le contexte de la sortie de statut de déchets. Ça figure bien dans la liste des matières qui peuvent entrer, avec une restriction bien évidemment concernant le type d'hydrocarbonés. Donc ça ne peut pas être des hydrocarbonés de goudron, puisque on a d'une part le code déchets qui est spécifié, donc qui est le 170302, donc des mélanges bitumeux autres que ceux visés à la rubrique 170301, donc autres que ceux qui contiennent du goudron, et également la vision générique qui est de dire que c'est
du recyclage à partir de déchets inertes de construction de démolition. Donc c'est du goudron, on n'est plus dans l'inerte, on va même régulièrement vers du déchet dangereux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, concernant la réutilisation sur site, à ce moment-là, si c'est réutilisé directement sur site, on reste dans le contexte de l'arrêté du 14 juin 2001. Et là aussi, il faut faire attention à la distinction entre hydrocarboné sans goudron et hydrocarboné avec goudron. Et donc là, il faut être très attentif à la circulaire administrative qui a été adoptée en 2018 en application de l'arrêté du 14 juin 2001 et qui définit en fait un élément traceur qui est le benzoapyrène et différentes gammes de concentration pour pouvoir déterminer si on a affaire à un frésa sans goudron ou un frésa avec goudron. Et donc, en fonction des plages de concentration, si on dépasse un certain seuil, donc qui est 50 mg par kilo en benzoapyrène, on considère que c'est un déchet dangereux et donc là, ça doit partir vers une filière de traitement de déchets dangereux. Si on est entre 8,5 et 50, c'est un traitement à froid qui peut être fait sur le site. Si on est en dessous de 8,5, c'est un traitement à chaud qui peut être fait sur le site. Ok, merci, merci Didier. De toute façon, ce qui est prévu, c'est de vous refaire une information avec les questions et les réponses pour consolider ça à travers un document. Il y a des questions sur les présentations. Elles seront bien sûr disponibles sur le site internet de la SSCW, ainsi que le lien pour revisionner le webinaire. Je vais encore prendre deux questions. On voit qu'on a quelques-unes qui arrivent, mais qui sont vraiment d'ordre technique. Je ne vais pas aborder celles qui sont d'ordre technique aujourd'hui. Ça, je vous inviterai effectivement, on reviendra vers vous pour vous apporter ces éléments. Je reviens plutôt sur le champ d'application. Et une question qui me semble intéressante, c'est voilà, si l'entreprise concasse son produit sur chantier, qu'est-ce qu'on fait s'il y a de trop et qu'on ne le réutilise pas sur chantier et donc que l'on utilise ça sur d'autres chantiers? Ça, c'est une question fondamentale qui est posée, en sachant qu'effectivement, le champ d'application, comme a été spécifié par M. Gowi, ne concerne pas les déchets inertes qui sont concassés et valorisés sur chantier même, mais qu'est-ce qu'on fait du surplus? Doit-il rentrer, j'interprète, doit-il rentrer dans cette réglementation? Doit-il faire l'objet d'une certification, d'un enregistrement pour la sortie du statut de fin de déchets? Qui se lance? Tu veux répondre, Didier, ou à ta convenance? Bon, écoutez, je me lance alors. Merci. Donc, non, mais c'est juste pour ne pas qu'il y ait de quiproquo. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas d'autre réponse aujourd'hui que de dire qu'on est dans une situation binaire. Donc, soit il y a une réutilisation effective sur chantier et vérifiable, auquel cas on est dans le cadre de l'arrêté du 14 juin 2001, soit il y a des surplus, aux conséquences de quoi c'est, le cas échéant, l'arrêté end of waste qui doit s'appliquer. Il n'y a pas une troisième législation qui viendrait réguler les excédents de granulats qui seraient produits sur chantier, mais non valorisables sur chantier. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de couvrir les excédents par l'approche end of waste. Ok, merci pour cette réponse. Une question qui est posée sur les Notify Body. Thibaut Maria, j'ai cité 3 Notify Body actifs en région wallonne. Peut-on faire appel à un Notify Body français? Qui se lance dans la réponse au niveau de l'administration? Didier ou Jean-Marc? Ben, je crois, enfin, je ne vais pas m'aventurer. Donc, tu poses bien la question par rapport au CO2 plus français. Donc, il y a des Notify Body, effectivement, qui peuvent faire cette certification, en fait, en cette reconnaissance CO2 plus. Peut-on faire appel à des Notify Body qui exercent en France? Je ne sais pas répondre à la question précisément, mais je crois sincèrement que la réponse pour nous sera la même que la réponse des législations, enfin des administrations concernées par les obligations liées au CO2+. Donc, si
Peut-être que Thibaut peut répondre par rapport à cette question-là, mais nous, je veux dire, la condition de respect du CE2+, pour ce qui concerne notre administration, est une forme de condition d'entrée. Nous ne vérifions pas les aspects spécifiques liés au CE2+, puisque la sortie de statut de déchets se préoccupe de matières environnementales et fait un lien avec la législation relative au CO2+. Thibaut, peut-être que tu peux préciser? Oui, on est ici à un niveau en effet de liberté de circulation sur le marché européen. Donc, à mon sens, en effet, qu'il soit français, luxembourgeois, allemand ou hollandais, un notified body d'un pays limitrophe pourrait exercer sur le sol de l'État belgique, maintenant à confirmer par nos notified body à nous. Peut-être rebondir là-dessus quand même, que indépendamment de la réponse qui serait apportée avec plus de précision par rapport à la question posée, il faut réaffirmer le fait qu'en tout état de cause, la sortie de statut de déchets tel que reconnu en région wallonne ne s'applique, le cas échéant, que sur le territoire région wallonne. Je crois que Didier l'avait imprimé, mais donc il faut bien distinguer les deux choses. Admettons qu'il y ait une reconnaissance CO2+, en provenance d'une autre région, d'un autre pays. Cela ne veut pas dire que la reconnaissance de la sortie de statut de déchets en région wallonne s'appliquera ailleurs ou vice-versa. Il y a des procédures qui permettent de reconnaître ce qui est reconnu ailleurs, mais qui, dans le fond, s'assimilent de très très près à la procédure d'enregistrement. Donc, voilà, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait de faire ça, puisqu'il y a déjà une procédure d'enregistrement qui est établie pour ce qui concerne la reconnaissance de sortie de statut de déchets en région wallonne. Merci Jean-Marc, merci Thibaut pour ces précisions. Une question intéressante, c'est doit-on introduire des dossiers séparés pour les granulats d'hydrocarbonés et les granulats de béton? Didier? Oui. À partir du moment où ils sont tous visés dans l'annexe, que les différents intrants sont visés dans l'annexe, pour moi, le dossier de demande peut englober les différentes qualités de matière. Bien entendu, après, c'est quand on aura le système de suivi de la décision, notamment les analyses par lot de 5000 tonnes, mais ce seront des analyses séparées. Donc, c'est une fois qu'on aura le 5000 tonnes d'hydrocarboné, il faudra avoir une analyse sur ce lot-là. Une fois qu'on aura 5000 tonnes de granulats de béton, il faudra une analyse sur cet autre lot. Donc, on ne va pas mélanger les résultats analytiques des uns et des autres. Mais là, on ne va quand même pas démultiplier à l'infini tous les dossiers en fonction des matières et des granulométries. On reste dans une étiquette globale quand même, granulat de déchets inertes de construction et de démolition. On peut le résumer, si je me permets, en termes d'un dossier pour un site de production, en fait, c'est ça, pour résumer. Oui, donc par rapport, Didier, tu veux répondre, Didier, ou... Enfin, désolé, avec la... Donc, voilà, cette question-là, nous l'avons posée en interne. Et donc, voilà, c'est la position qui est adoptée aujourd'hui. Je peux comprendre qu'il y ait un questionnement, naturellement, mais voilà, c'est un dossier par site. Okay. À l'heure actuelle, tel que les textes sont rédigés et avec les avis que nous avons sur le plan strictement juridique, nous n'avons pas d'autre solution que de proposer cela. Ok, merci pour cette précision. Même sur mesure le questionnement, bien sûr. Ok, merci pour ces précisions. Je vais prendre une dernière question et après, nous allons clôturer ce webinaire. Une question quand même assez intéressante lorsqu'on fait le lien entre les terres et pierres, enfin terres et inertes qui rentrent dans les centres de recyclage. On sait qu'il y a une réglementation relative à la gestion et à la traçabilité des terres de déblais en région wallonne qui est rentrée en vigueur depuis le 1er mai de l'année passée. Mais dans les centres de recyclage, la chose est la suivante. Ces déblais sont criblés sur un autre site avec un permis. Donc, ce ne sont pas criblés sur le site d'excavation. Le refus du criblage
peuvent-ils être remis sur le chantier de départ sans passer par l'alimentation end of waste, statut de sortie de fin de déchets? Ça, c'est aussi une question, à mon avis, qui mérite d'être éclaircie. Si pas aujourd'hui, en tout cas, comment l'a convenu avec l'administration, toutes les questions que vous posez seront de toute façon retravaillées et vous seront communiquées, je dirais, les réponses officielles de l'administration. Est-ce que Jean-Marc… Alors, pour répondre à cette question-là, et comme je mesure la portée de la question, je ne vais certainement pas dire des choses à la légère, mais il me semble que la réponse à ces questions-là se trouve d'ores et déjà dans les circulaires de gestion des terres excavées qui ont été émises et qui sont disponibles notamment sur le site de Walter ainsi que sur le site de notre administration. Donc, je crois qu'il y a des positions qui ont été prises dans des circulaires par rapport à cela. Je crois qu'en tout cas, ça répondra en grande partie à la question posée. Ok, mais de toute façon, là, on fera… Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Enfin, voilà, on a bien pris note de la… On a pris note, voilà, je pense que ce qu'on a convenu, c'est effectivement qu'on prenne bien note de toutes les questions qui sont posées et on va retravailler avec l'administration pour vous revenir avec des réponses. Je suis désolé, mais voilà, je ne vais pas traiter toutes les questions aujourd'hui. Sachez que les présentations seront en accès, ainsi que je dirais le lien du webinaire, et nous en profiterons pour mettre effectivement une note qui reprend toutes les questions posées, ainsi que les réponses apportées dans l'administration dans les meilleurs délais. Voilà, il est 11h30. En tout cas, nous vous remercions, nous espérons en tout cas que vous avez pu, que ce séminaire a pu vous apporter une certaine partie de vos questions, enfin des réponses à vos questions. Vous verrez surtout ce qu'il faut en retenir au niveau, je dirais, fil conducteur. Il y a cette date du 1er juillet qui est en focus. Voilà, maintenant, comme l'a précisé Thibaut, hein, Thibaut a fait une très belle ligne du temps idéal. Vous savez maintenant qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas déjà de système de marquage CE2+, vous savez qu'effectivement, la prochaine étape, très rapidement, c'est de prendre contact avec un Notified Body, en rappelant effectivement qu'il y a une intervention d'une personne qui rappelle que c'est par rapport à la question du Notified Body français. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, ces Notified Body sont tous reconnus par le système BELAC, hein, et donc un organisme de certification français peut très bien, si les autorisations de la reconnaissance BELAC, intervenir sur le territoire wallon pour faire le dossier suivant les prescriptions de la réglementation wallonne. Jean-Marc l'a spécifié, c'est pas parce que vous avez maintenant l'enregistrement et l'autorisation de statut de fin de déchets en région wallonne qu'elle vaut pour les autres régions, voire les autres pays limitrophes. Voilà. En vous remerciant encore, on vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à nous revenir. Hein, vous avez différents contacts, que ce soit Ferredeco. Vous voyez très bien que Ferredeco a bien travaillé avec l'administration pour faire des blancos. Je pense que ça, c'est une idée, c'est une approche très intéressante. Comme l'a dit Jean-Marc, ça permet de limiter le temps de traitement par l'administration. Je vous rappelle aussi qu'au sein de la Confédération, pour les membres de la Confédération, nous avons 2 experts qui sont là pour vous informer sur cette nouvelle réglementation et aussi pour vous accompagner dans vos démarches dans le cas échéant. Voilà, en vous remerciant à toutes et à tous, je vous souhaite une agréable journée. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée.